Salut les AES! On s'est vu hier et on se revoit aujourd'hui. Vous m'avez reconnu, c'est bien Emmanuel, donc Emmanuel Guézello, formatrice à l'EMAP. Et j'ai préparé pour vous ce cours avec Jessica Brennus. Donc c'est un cours que nous vous proposons à deux. Pour information, les deux promos vont avoir le même cours aujourd'hui. Jessica est avec un groupe et moi avec un autre groupe, mais vous avez le même support de travail. Donc pour ce premier cours à distance sur la socialisation et la citoyenneté, on vous invite à redoubler d'attention et un petit conseil dans le cadre des formations en FOAD, ce qui est nouveau pour vous, c'est très important que vous puissiez prendre le temps de bien consulter la vidéo, de prendre des notes s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez qu'on puisse revenir et de noter également de manière attentive vos questions, puisque l'objectif c'est qu'on puisse après en échanger ensemble à la fin de la matinée, et c'est aussi que vous puissiez vous approprier les termes, les concepts, la théorie qu'on vous apporte dans un exercice pratique qui vous sera donné cet après-midi. Voilà, donc entrons maintenant dans le vif du sujet et bonne séance de travail à vous. Avant toute chose, il est important qu'on puisse définir ensemble ce dont on parle. Alors définissons en premier le concept de socialisation. De quoi s'agit-il ? La socialisation est un processus, c'est un phénomène qui est en mouvement perpétuel. Par ce processus, l'individu va assimiler, on pourrait dire aussi intégrer, apprendre, s'approprier, enregistrer les normes et les valeurs qui sont rattachées à sa culture, à la société à laquelle il appartient. Ce processus est continu, il se produit tout au long de la vie, depuis la naissance jusqu'à la fin de vie. Le processus de socialisation, il s'effectue par étapes. Nous verrons ensuite qu'il y a deux grandes étapes de socialisation dans la vie d'un individu. Il s'effectue grâce à ce qu'on appelle des agents ou encore des instances de socialisation. Avant de définir ces termes, il est important qu'on s'arrête sur les normes et les valeurs. Il est important qu'on sache exactement de quoi on parle. Les normes sont les règles qui permettent de distinguer ce qui est permis de ce qui n'est pas autorisé dans une société. Par exemple, la politesse, le fait de ne pas couper la parole, de frapper avant d'entrer chez quelqu'un ou encore de se dire bonjour. Les valeurs sont des idéaux collectifs qui orientent les conduites et les comportements des individus. En fonction de nos valeurs, on va agir d'une certaine manière. Des exemples de valeurs sont la solidarité, la tolérance, la non-discrimination, le non-jugement. Il sera intéressant lors des exercices que vous allez faire, notamment cet après-midi et dans les temps de formation qui vont suivre, que vous vous posiez la question des normes et des valeurs qui sous-tendent votre activité professionnelle, votre pratique professionnelle. Intéressons-nous maintenant aux agents et aux instances de socialisation. Les agents et les instances sont deux termes qu'on utilise pour parler de la même chose. Donc les agents de socialisation sont les personnes ou les lieux, les environnements qui ont une influence sur les normes et les valeurs que nous venons de voir, mais aussi sur les conduites, sur le langage commun, les comportements que l'individu va apprendre et assimiler tout au long de son parcours, de son existence. Sur ce schéma, vous pouvez voir les principales instances de socialisation. En bleu, la famille, l'école, les groupes de pairs, qui correspondent aux agents qui interviennent lors de la socialisation primaire. On verra juste après ce que veut dire socialisation primaire. En rouge, vous avez le parti politique, les syndicats, les églises, on peut aussi parler des associations, de l'entreprise, du milieu de travail. Ce sont les agents de socialisation secondaire. Et les médias, qui interviennent à tout moment de l'existence, qui sont en vert, ils ont une place un peu particulière parce que c'est tout à fait récent que l'on s'intéresse aux médias comme instance de socialisation, c'est-à-dire comme un agent qui a une influence sur les normes, les valeurs, les comportements que l'individu va apprendre.
Les étapes de la socialisation, c'est là que nous allons voir la différence entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La socialisation primaire donc, se produit pendant l'enfance. Ces agents, nous l'avons vu juste avant, sont la famille, l'école, les pairs. Donc par père, on entend les pairs proches, comme les voisins, les amis, la famille élargie. Et de plus en plus les médias, comme nous l'avons dit. Ce qui est important à retenir, c'est l'enjeu de cette phase de socialisation primaire, qui est que l'enfant puisse apprendre et s'approprier les différentes règles de conduite, de savoir-être, qui sont attachées à sa culture, qui vont lui permettre de survivre dans une société donnée. La socialisation secondaire intervient à l'âge adulte, dès l'adolescence. Ces agents sont les collègues, les partis politiques, les clubs sportifs, les pairs, le milieu associatif, etc. Et l'enjeu de cette phase de socialisation secondaire, c'est que l'individu va s'approprier des nouvelles valeurs, des normes, qui vont participer à affiner sa personnalité et à construire encore et encore son identité. J'insiste sur le encore et je vous ai mis un petit bonhomme avec une canne qui vous fait certainement penser à nos petits papis et mamies et donc aux personnes en situation de vieillissement. C'est important de ne jamais oublier que la socialisation, elle se produit jusqu'à la fin de vie et qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à construire son identité et à vivre des expériences qui vont agir en socialisation. Pour vous les AES, c'est vraiment important de bien se rappeler de ça et d'être garant de ça. Alors, nous avons vu les différentes étapes de la socialisation qui est un processus et il est important aussi qu'on puisse vous préciser que concrètement, ce processus, ces différentes étapes de socialisation, il se traduit par des activités de socialisation, des activités de la vie de tous les jours qui vont faire leur effet et qui en fait consistent à nous permettre d'apprendre, d'être en interaction et la socialisation, en fait, elle s'appuie de manière très concrète sur ces activités-là. On ne va pas toutes les citer. En réalité, toute activité est vectrice de socialisation. Et donc, vous allez pouvoir réfléchir lors de l'exercice de cet après-midi. Bon, les consignes vont vous être reprécisées, hein, mais ça va être intéressant que vous puissiez vous interroger déjà dans votre propre parcours à vous, passé, mais aussi là maintenant en formation par exemple, vous êtes en train de socialiser aussi, que vous puissiez vous interroger sur comment les activités justement elles permettent cette socialisation, déjà à votre échelle à vous, et ensuite vous allez voir toute l'année là qui va suivre, vous allez vous interroger, vous allez devoir vous interroger aussi sur comment est-ce que l'AES il favorise la socialisation des personnes qui l'accompagnent, à travers quelles activités, etc. Alors on peut déjà vous donner quelques exemples pour bien illustrer, que vous puissiez vraiment comprendre ce dont on parle là. La promenade. Vous voyez, la promenade, on peut se dire c'est quelque chose d'individuel, on va en promenade, on est tout seul, comment est-ce que ça peut bien être quelque chose qui socialise? Alors d'abord, on n'est pas forcément tout seul. Ensuite, se promener dans un environnement, dans un quartier, c'est se l'approprier, c'est y construire, y trouver des repères. C'est une manière de s'approprier l'espace, hein, donc c'est déjà en soi quelque chose qui va permettre après la socialisation beaucoup plus facilement, d'avoir une place dans la société. Et puis, se promener, c'est aussi croiser d'autres promeneurs, croiser les voisins, croiser des personnes avec qui on peut être en interaction, s'habituer à les voir, etc. Et donc, se promener, c'est bien une activité de socialisation. En notre exemple, on vous a mis les courses, parce qu'au-delà, si on se met en position d'accompagnement, par exemple, d'une personne en course, c'est vrai qu'on va d'abord se dire que on va évaluer sa capacité à faire sa liste de courses, à faire ses courses, à être autonome dans la gestion de son budget, à faire les bons choix dans le magasin, etc. Mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de socialisation d'une activité comme les courses, où là encore, il y a des interactions avec les autres clients, avec le marchand
du rayon charcuterie par exemple. Si on fait tout le temps ses courses au même endroit, à un moment donné on crée des liens. Hein, avec la caissière, avec l'agent d'accueil de sécurité. Ça aussi, ça participe à la socialisation des individus, à donner des repères dans la société. Et enfin, on vous a mis les sorties culturelles. Ce qui est intéressant avec les sorties culturelles, c'est que l'art, c'est quelque chose qui touche plus ou moins, hein, mais qui peut toucher tout le monde. La culture, chacun y va avec son histoire, son interprétation, et c'est vrai que quelle que soit la différence, quel que soit le handicap, quel que soit le statut des personnes qu'on va accompagner vers des sorties culturelles, ça offre la possibilité d'un lieu commun, d'un lieu de partage. Voilà, la culture est un espace de socialisation, les lieux de culture sont des espaces de socialisation aussi très intéressants. Voilà, qui ouvrent une porte sur le monde, qui permettent de se connaître, de partager des goûts, des choses très personnelles. Voilà. Voilà un petit peu les exemples, mais ce qui va nous intéresser, c'est que vous puissiez les compléter, en proposer d'autres, et vraiment comprendre ce processus de socialisation à travers des activités concrètes que vous faites dans la vie de tous les jours et que vous allez faire également sur vos différents lieux de stage pour construire votre pratique professionnelle. En récapitulatif rapide à retenir de tout ce qu'on vient de se dire, vous pourriez garder quelque part, vous l'écrire, vous le dessiner, je ne sais pas comment vous procédez pour arriver à mémoriser ce qu'on vous apporte en cours, chacun a probablement sa méthode, mais voici un petit schéma assez simple à reproduire et à retenir, qui permet de manière rapide et visuelle de synthétiser le processus de la socialisation. La question du comment et des activités de socialisation n'apparaît pas, mais vous allez pouvoir également bien vous approprier la question des activités, puisque comme on vient d'en parler, c'est sur ce point précis que vous allez vous exercer dans vos stages, et dès cet après-midi, lors de l'exercice pratique qu'on vous a concocté. Je vous laisse prendre des notes et on va ensuite pouvoir continuer ce petit cours en passant à le mot citoyenneté vient du latin civis, qui signifie celui qui a droit à la cité. Alors, je vais quand même vous préciser, la cité, c'est, durant l'Antiquité, l'équivalent de l'État, de la société, telle que nous, on l'appelle aujourd'hui. Hein. Être citoyen, c'est avoir des droits civiques, c'est-à-dire des libertés individuelles qui sont garanties par la loi. Ces libertés, vous les connaissez, on peut citer par exemple la liberté d'expression, le droit de vote, le droit aussi à l'éligibilité, ou encore le droit à la protection sociale, aux prestations d'aide au logement, etc. Selon le dictionnaire de la santé et de l'action sociale, la citoyenneté, c'est, je cite, l'appartenance à une communauté qui confère des droits politiques, civils, socio-économiques et qui astreint à des devoirs, établit un lien juridique, politique, culturel et social avec un territoire et le groupe humain rattaché. Alors cette définition elle est intéressante parce qu'elle souligne que finalement la citoyenneté ne se limite pas au droit de vote et à l'aspect juridique, politique. Elle est plus complexe que ça. Hein, et elle est intéressante pour l'AES qui est invitée à accompagner les personnes dans l'exercice de leur citoyenneté. C'est important que ça ne se limite pas à faire valoir leurs droits, même si c'est un point important et prioritaire. Alors je vous prie de nous excuser pour ce petit passage bruyant. Comme vous le savez, les MAP se situent en plein cœur de la Fondation Favron et il semblerait qu'il y ait des gens qui font la fête, à la masse ou au FAO peut-être bien. Bon, on fait avec, hein, parce que je vais pas recommencer cette vidéo à chaque fois qu'il y a de la fête à côté, hein, on va pas y arriver. Alors la citoyenneté, elle est au cœur du travail social. Vous verrez plus précisément très bientôt ces différents points que je vais citer ici, à commencer par la loi 2002,
qui est une loi fondamentale et extrêmement importante dans le travail social, qui est une loi qui a rénové, donc le 2 janvier 2002, l'action sociale et médico-sociale, d'accord, en apportant un certain nombre de principes, d'outils. Cette loi, son cœur, le cœur de cette loi, c'est de dire que l'usager, personne qu'on accompagne, elle est centrale et elle est au cœur des dispositifs, hein, que de plus en plus on doit mettre en place des outils qui démontrent qu'on respecte bien cette place centrale de la personne et l'accompagnement global dont elle a besoin, ainsi que la prise en compte également de son environnement, de sa singularité. Cette loi 2002, elle a notamment permis de modifier le code de l'action sociale et des familles. Là encore, on y reviendra, c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Sachez quand même que ce code de l'action sociale et des familles, c'est un peu comme on dit souvent la Bible du travail social, puisque c'est le texte qui définit initialement le travail social, ses établissements, les publics du travail social, les équipes, etc. C'est un peu un socle commun des travailleurs sociaux en général. La loi 2002, donc c'est, vous l'aurez compris, centrale, elle est utilisée dans toutes les institutions, elle donne le là, le code de l'action sociale et des familles également. Et ce qu'on peut lire dans ce texte, c'est, je vous laisse lire tranquillement, les notions de droits fondamentaux, d'inclusion sociale, d'exercice d'une pleine citoyenneté. On parle également d'émancipation des personnes, de participation, d'accord, de changement social, de développement social également, de cohésion. On parle aussi de solidarité, de justice sociale. Donc la citoyenneté, elle apparaît absolument partout, de par ses valeurs, de par des objectifs que se donne le travail social, que vous allez devoir vous approprier. On trouvait que c'était important de vous apporter cette notion de cadre aussi, puisque là c'est un cadre aussi qui est donné à travers une loi, ça s'impose à vous, voilà, pas uniquement dans le cadre de votre formation parce que c'est un domaine de compétences et de certification, ils ne sont pas construits par hasard, ces référentiels de formation, et bien au-delà de la formation, ce sont des grands principes qui s'imposent à vous, et il y a bien un cadre qui pose ça. On l'a vu tout à l'heure en définissant que la citoyenneté ne s'arrêtait pas au droit de vote et à l'aspect juridique, qu'elle était complexe, qu'elle était multidimensionnelle. Et effectivement, on vous propose maintenant d'essayer d'identifier les différentes formes de citoyenneté concrètement. Alors, il y a la citoyenneté économique qui va consister à ce que la personne puisse, par exemple, gérer une partie de ses ressources, si elle ne peut pas tout gérer, mais qu'au moins on puisse lui permettre d'en gérer une partie. Et à travers ça, l'AES va faire avec elle son budget, ne pas régler à sa place lorsqu'on fait les courses, etc. La citoyenneté sociale, développer son réseau social et sa capacité d'agir. Je ne vais pas vous donner trop d'exemples parce que ça va être intéressant que vous puissiez les trouver aussi par vous-même. La citoyenneté politique, là ça va être important de permettre l'engagement des personnes dans la structure dans laquelle vous l'accompagnez, mais aussi dans la société de manière générale. La citoyenneté écologique, qui est de favoriser le développement d'une consommation responsable, de travailler le rapport à l'environnement, et à l'environnement, à l'écologie, à la nature, au monde, de manière générale. Ce qu'il est important que vous puissiez retenir, c'est qu'on fait l'exercice de décomposer, parce que pour que vous puissiez voir et vous approprier et creuser, explorer vraiment votre travail autour de la citoyenneté avec les personnes, et voir à quel point elle peut prendre des formes diverses et variées dans le quotidien. Mais c'est uniquement à cette fin-là qu'on décompose, autrement on ne va pas découper, la citoyenneté c'est un tout. Toutes ces formes sont à considérer dans leur transversalité et elles sont indissociables les unes des autres.
toutes ces définitions, tous ces apports sur la socialisation et la citoyenneté, nous amènent à la question, à la formulation que vous retrouvez dans votre DC4 et qui nous intéresse en finalité, à savoir la participation à la vie sociale et citoyenne. Alors, la participation, qu'est-ce que c'est? La participation, c'est prendre part activement. Si on doit définir le terme participation, ça veut dire prendre part activement. Alors activement, au contraire de passivement, ça veut dire que c'est pas juste être là, d'accord? Se faire porter, c'est pas être présent et que ce soit l'AES ou l'autre qui fait à ma place, c'est donner la possibilité à la personne d'expérimenter, de se tromper si besoin, d'apprendre, de faire par elle-même, d'accord? Parce qu'elle a sa place et c'est important qu'elle prenne pleinement cette place. La participation, c'est aussi faire cause commune avec l'autre. Ça veut dire que malgré toutes les différences qui peuvent exister et qui sont une richesse, nous le verrons juste après, c'est important aussi de se sentir appartenir à un ensemble social, de sentir qu'il y a des repères communs qui se construisent avec les autres personnes, les autres individus, et de se rendre compte qu'on a des lieux communs, des choses qui sont similaires, des repères qu'on peut construire ensemble. Dans le respect, bien évidemment, et notamment le respect des différences. Et participer, c'est trouver ce juste équilibre, c'est-à-dire qu'on recherche effectivement les espaces communs, on les valorise, c'est important pour se donner des repères, comme on l'a dit, mais on n'est pas non plus dans quelque chose qui gomme ou qui efface la différence. C'est aussi permettre, dans ces lieux communs, à la différence d'exister. D'accord? Même s'il y a des normes, même si parfois ça n'est pas simple, ça n'est pas bienvenu, notre rôle, quand on permet aux personnes qu'on accompagne de participer, c'est de s'assurer que cette différence, elle puisse exister, d'accord, et travailler à vraiment l'inclusion des personnes en prenant en compte ce besoin de commun, d'appartenance, et ce besoin aussi d'exprimer sa singularité et de la faire respecter. On y arrive donc, prendre en compte la singularité de la personne accompagnée pour répondre ensemble à ses besoins. La participation, si on devait résumer, c'est une question permanente qui implique le professionnel dans une recherche d'équilibre qui consiste non pas à faire à la place de l'autre, ni pour l'autre, mais de faire avec l'autre. Et pour terminer cette séance sur la socialisation et la citoyenneté aujourd'hui, on parlait à l'instant de la participation comme la recherche d'un équilibre. Je vais tenter de vous l'expliquer en conclusion sur un petit schéma, deux petits schémas. Voici le premier, donc, qui synthétise un petit peu, qui symbolise un petit peu la relation entre l'aidant, donc là dans votre cas c'est un aidant qui est AES, et la personne qui est aidée, d'accord? Cette relation aidant-aidé, elle crée un déséquilibre, d'accord? Donc la personne accompagnée, le professionnel d'un côté. La personne accompagnée, elle est parfois sous le poids des normes, des représentations sociales qu'on peut avoir sur elle, et de sa dépendance qu'elle peut avoir à l'égard de l'institution. Si elle est accompagnée, c'est que quelque part, il peut y avoir un lien de dépendance, du fait d'un handicap, du fait d'un vieillissement, etc., d'un manque d'autonomie. Et le professionnel, il est souvent effectivement dans une posture un peu supérieure par rapport à la personne accompagnée. En tout cas, le risque, c'est qu'il le soit. C'est surtout ça, en fait. C'est pas qu'il est dans une posture supérieure, c'est qu'il y a un risque qu'il soit dans cette relation qu'on pourrait qualifier de dominante, ou en tout cas de supériorité, déséquilibrée complètement. Parce qu'il y a, pareil, des représentations. Les personnes accompagnées ont souvent la représentation que les professionnels sont supérieurs, qui savent mieux que ce qui est bon pour eux. Ils ont des attentes, des projections qui sont aussi induites par le statut du professionnel. Et ça crée une asymétrie, un déséquilibre dans la relation. D'accord? On pourra en discuter tout à l'heure. Moi, je vous donne les principaux éléments, mais ce sera vraiment intéressant sur ce schéma en particulier et celui d'après, qu'on puisse prendre le temps d'en échanger
et que vous puissiez donner aussi votre avis, vos observations pour ceux qui ont déjà eu des expériences d'observation sur le terrain. La participation, elle permet, c'est un des moyens forts qui est rappelé, on l'a vu par la loi de 2002, qui prend de plus en plus sa place et qui d'ailleurs fait l'objet d'un domaine de compétences complet chez l'AES et chez les autres travailleurs sociaux aussi. Maintenant, c'est quelque chose de fondamental dans les référentiels. La participation, c'est un des socles, une des pratiques fortes, fondamentales, qui permet le rééquilibrage de cette relation, qui peut être, on l'a vu, asymétrique. Pourquoi? Donc, hop, on voit qu'il y a un équilibre, là, ils sont au même niveau, parce qu'on a mis de la participation. Alors, évidemment, ça n'enlève pas les normes, les représentations sociales, la dépendance, la question du statut qu'on a vu tout à l'heure, ils sont toujours là. Hop, et ils pourraient, là, faire pencher un peu la ligne. Mais ce qui se produit quand on introduit de la participation, l'objectif, l'enjeu, c'est d'introduire également dans cette relation le droit à la parole, le droit à la citoyenneté, la place de la personne qui permet de rééquilibrer par ici. Et du côté du professionnel, cette participation, elle va questionner le professionnel, elle va être un peu un garde-fou sur le plan éthique, elle va obliger le professionnel à s'adapter, à développer des compétences nouvelles autour de l'inclusion sociale et de vraiment la valorisation de la place de la personne comme centrale et actrice de son projet. Voilà un petit peu, en résumé, ce qu'on avait à vous apporter sur la participation à la vie sociale et citoyenne, qui va être très importante dans votre parcours de formation et dans votre vie professionnelle. On va s'arrêter là pour ce matin. Le cours s'arrête sur ces notions-là, qu'on pourra approfondir dans le travail pratique de cet après-midi. Je vous ai mis une image du citoyen avec différentes formes de participation qui l'entourent et qui sont déclinées pour chacune dans des exemples, des illustrations de comment, par exemple, comment est-ce que s'informer et se former à travers les médias participe à la citoyenneté. Il y a des petites aides, des pistes, en tout cas, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans votre travail quotidien. Voilà. Nous restons à votre disposition s'il y a des questions. Notez-les au maximum, on va centraliser puisqu'on aura un échange tout à l'heure avec Jessica, avec Jessica pour une partie du groupe, avec moi-même pour une autre partie du groupe. Et donc, bonne séance de travail à vous et à tout à l'heure.